Si tu es enseignant et que ton bulletin de salaire te déprime, cette vidéo elle est pour toi. On va parler du salaire des profs, mais d'une façon un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On va commencer par aller regarder les chiffres réels des salaires enseignants sur les 50 dernières années, puis je vais t'expliquer pourquoi c'est impossible en fait que ton salaire baisse. Et donc je vais te proposer une autre façon de voir ce que nous disent les chiffres. On est tous d'accord pour dire que les enseignants ne gagnent pas assez. Mais ce qu'on ne réalise pas forcément, c'est à quel point les conditions salariales se sont dégradées sur les 40 dernières années. En 1980, un stagiaire qui débutait dans l'enseignement gagnait en moyenne 2,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, ce n'est plus que de 1,2 fois. Concrètement, ça veut dire que si le salaire enseignant avait augmenté comme le SMIC, eh bien aujourd'hui, les débutants gagneraient 3 000 euros net et le salaire moyen serait environ vers 4 800 euros net. Sauf que le salaire moyen, là aujourd'hui, il est plutôt de l'ordre de 2 600, 2 700 euros net et que tu vois que le gouvernement est en train de faire ce qu'il faut pour que les profs commencent à 2 000 euros net, pas à 3 000 euros. Quand tu vois ces chiffres, la lecture évidente qu'on retrouve dans les médias, etc., c'est le salaire baisse. Mais maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cette lecture, elle est forcément fausse et pourquoi c'est important pour nos élèves et donc nos enfants de refuser cette lecture. On va déjà regarder ce que c'est que le salaire. Et en fait, le salaire, c'est ce qu'on paye pour quelque chose, donc c'est lié à la valeur de ce qu'on achète. Quand j'achète une table à 50 euros, je ne m'attends pas à avoir la même qualité que quand j'achète une table à 1000 euros. Donc si je décide d'acheter une table à 50 euros, c'est que quelque part, j'ai besoin / envie d'une table de moins bonne qualité. Par exemple, parce que je sais que je vais déménager bientôt. Alors l'autre solution évidente quand on est dans l'économie domestique, c'est qu'en fait, on n'a pas les moyens de s'offrir une table à 1 500 euros. Et s'il y a bien quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est de ne pas transposer ce qui est de l'ordre de l'économie domestique, c'est-à-dire la gestion à la papa, de l'économie systémique, c'est-à-dire au niveau du système éducation nationale. Si pour toi c'est pas très clair, je te laisse aller voir la chaîne Eureka qui explique ça super bien, de façon nettement plus à la fois intéressante et punchy que moi. Bien évidemment, tu as le lien en description. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour payer plus les profs, il suffit par exemple de monter les impôts. Mais ça, c'est un choix. Et je dis pas que c'est un choix qu'il faut faire ou que c'est dommage qu'on ne fasse pas ce choix. Je ne fais pas d'opinion politique. Je pointe juste que c'est un choix politique. Ce n'est pas un choix qui est dicté par l'économie, c'est un choix qui est dicté par des idéologies politiques. Donc si on suppose que depuis les années 1980, les différents gouvernements choisissent de payer moins les profs, ça veut dire que les gouvernements choisissent d'offrir moins de valeur aux générations futures, et donc à nos enfants, et donc aussi à leurs enfants. Concrètement, ça veut dire qu'ils choisiraient de baisser la qualité de l'éducation de la prochaine génération. Donc un choix pas cohérent, puisque le but c'est de préparer le futur, pas de se tirer une balle dans le pied. Surtout qu'en fait, l'éducation c'est pas vraiment comme une table. Ce qui coûte cher dans le salaire des enseignants, c'est pas les matériaux, c'est la compétence. Exemple, si tu dois acheter des cours particuliers pour ton enfant, tu vas avoir le choix entre un étudiant à 25-30 euros de l'heure et un prof expérimenté plutôt à 50-100 euros de l'heure. Le salaire que tu vas donner ne va pas être le même. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui amène son temps et sa petite expérience d'étudiant et il y en a un qui arrive avec son expérience, toute l'expertise qu'il a développée, les livres qu'il a lus, l'expérience qu'il a eue en classe, les outils qu'il a développés. Il ne va pas arriver comme ça juste en parlant, il va apporter des outils. Ce qui fait que son tarif est plus cher, mais qu'au final, il apporte beaucoup plus de qualité. Et en tant que parent, qu'est-ce que tu vas choisir? Probablement celui qui est le plus cher. Et en plus, ce choix, il est économiquement pertinent. Parce que si, par exemple, tu veux que ton enfant il progresse de 2 points de moyenne, il te faudra, 20-30 heures avec l'étudiant, qui n'est pas très efficace, puisqu'il n'a pas eu le temps de monter en expertise, ou peut-être juste 10 heures, voire même 5 heures, avec le prof expérimenté, qui va voir tout de suite quel est le problème dans les méthodes de travail, les points qui ne sont pas compris, et qui va pouvoir rapidement donner à ton enfant quelque chose qui va lui permettre d'aller acquérir des points beaucoup plus vite. Et donc en fait, ce qui compte, c'est pas qu'est-ce que tu payes à chaque fois que le prof vient. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu payes au total. Et donc quand tu payes au total, le fait d'avoir un expert qui avance plus vite n'est pas forcément plus cher que d'avoir quelqu'un de moins expérimenté avec moins d'expérience et moins d'expertise, puisque il faut le payer plus longtemps. Donc si en tant qu'enseignant, tu admets que ton salaire baisse, ça veut dire que tu admets que nous faisons tous le choix en tant que nation de diminuer la qualité de l'éducation que nous offrons à nos enfants. Et concrètement, tu vois que humainement, ça pose problème. Mais ça pose un problème même sur le plan économique. En effet, depuis ce qu'on appelle le choc
PISA, la majorité des pays de l'OCDE, voire la très très grande majorité, font tout ce qu'il faut pour justement augmenter la qualité de leur éducation. Pourquoi? Parce qu'en augmentant la qualité de l'éducation, on va avoir des gens qui sont mieux formés, qui du coup vont être plus innovants, plus créatifs, plus compétitifs au niveau global. Et donc il y a une très forte corrélation entre le niveau global en éducation d'un pays et le PIB, la croissance, etc. Donc si on veut amener la France vers une économie plus flamboyante, je ne sais pas, eh bien, il est indispensable de faire monter au maximum le niveau de l'éducation des jeunes. Et donc, ça n'est pas compatible avec baisser la valeur de ce qu'on donne à nos jeunes. Bref, moi, je refuse tout simplement de dire que mon salaire baisse, ne serait-ce que par respect pour mes élèves. Parce que si j'accepte de considérer que mon salaire baisse, ça veut dire que j'accepte de diminuer la qualité de ce que j'offre à mes élèves. Et ça, c'est juste complètement impossible. Mais si alors c'est impossible que mon salaire baisse, comment est-ce que je peux expliquer cette baisse de rémunération? Parce que concrètement, le chiffre à la fin de mon bulletin, il n'est pas aussi élevé que si j'avais le même chiffre il y a 30 ans. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur les 50 dernières années, ce n'est pas le salaire des enseignants qui a diminué, c'est leur temps de travail. Parce que ce qui compte pour mesurer la valeur de ce que tu peux apporter, ce n'est pas ton salaire absolu, non, c'est ton salaire horaire. Si on reprend l'exemple du prof particulier, le prof expérimenté demande un taux horaire plus élevé parce qu'il a besoin de moins d'heures pour arriver au même résultat que quelqu'un, comme un étudiant moins expérimenté. Donc ce qui compte, ce n'est pas le salaire, c'est le salaire horaire. Donc si tu refuses de baisser ton salaire horaire pour des questions de respect pour tes élèves, mais que ta rémunération diminue, ça veut dire que ton temps de travail diminue. C'est des maths de base. Et d'ailleurs, tu remarqueras que le gouvernement est quand même bien aligné avec ce que je dis. En tout cas, c'est le message qu'il nous envoie souvent. Quand on prend le travailler plus pour gagner plus, ça te montre bien que ils estiment que notre temps de travail a diminué. Quand on entend des présidents de la République ou des ministres dire on va mettre les profs au travail, pareil, on voit bien qu'ils estiment que le temps de travail enseignant a diminué. Et on retrouve ça encore dans le pacte qui vient d'arriver. Le pacte est à deux parties. Une partie de rémunération pour tout le monde qui couvre même pas l'inflation de l'année qui vient de s'écouler, donc pas vraiment une augmentation, et une augmentation qui correspond au fameux pacte si tu fais des heures en plus. Si on te demande de faire des heures en plus, c'est bien qu'on estime que ton temps de travail a diminué. Parce que si tu es à plein temps, tu n'as pas le temps de faire ces heures en plus. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Et il nous le dit d'une autre façon. En tant qu'enseignant, on peut cumuler notre temps plein avec une autre activité d'enseignement, de formation, etc. Si on peut cumuler avec ce qui est censé être un temps plein, c'est donc bien que c'est un temps plein qui permet de travailler à côté, et donc forcément que le gouvernement considère que ton temps de travail a en fait diminué depuis les années 80. Et là tu vas me dire, non, quand tu regardes les textes, le temps de travail officiel n'a pas diminué depuis les années 1980. Mais l'astuce, c'est qu'en fait, le temps de travail enseignant, il n'a jamais été défini dans les textes. Ce qui est défini dans les textes et ce qui compte vraiment, c'est le temps devant élève. Et effectivement, le temps devant élève n'a pas diminué. Mais tu le sais aussi bien que moi, le temps devant élève, c'est loin d'être tout le temps de travail enseignant. Donc, qu'est-ce qui a diminué? Tout le temps qui n'est pas devant élève. Les corrections de copies, la préparation de cours, les réunions de parents, les conseils de classe, etc., etc. Tu peux rajouter plein de choses. Et tout ça, on peut le diminuer. Concrètement, on sera payé de la même façon qu'on prépare nos cours en 1 heure ou en 5 heures. Et c'est possible de diminuer ce temps à côté de la présence devant les élèves. Si tu me suis, tu sais que je donne déjà plein de conseils pour faire ça. Et le premier conseil le plus important, c'est de sortir de l'enseignement simultané. L'enseignement simultané, c'est le paradigme de l'école depuis le XVIIIe siècle, depuis que l'école a fait la forme scolaire dans laquelle on est dedans en ce moment. Je ne t'apprends rien quand je te dis que la société et le travail des enseignants a quand même beaucoup changé depuis le XVIIIe siècle. Et donc, ce qui était à l'époque une innovation pédagogique, aujourd'hui est plutôt obsolète avec l'arrivée de Google et de toute la révolution numérique et du rapport au savoir. Concrètement, quand moi j'enseignais, en sortant de l'enseignement simultané, j'ai pu avoir une quantité de préparation, etc., de correction de copie beaucoup plus faible, puisque je travaillais environ 25 heures de travail complet pour 15 heures de présence devant élèves. Et en plus, j'avais une qualité d'enseignement plus élevée, c'est-à-dire que j'avais gagné en efficacité, donc je voyais que mes élèves apprenaient mieux. Donc baisse du temps de travail, augmentation du niveau des élèves. On voit que c'est normal puisque j'offre plus de valeur à mes élèves, plus d'expertise et donc je peux plus facilement faire monter leur niveau. Bref, si tu veux en savoir plus sur l'enseignement simultané, ce que c'est et surtout comment en sortir, notamment en allant vers la classe adaptative, je te laisse aller voir en description, je t'ai mis plein de ressources gratuites. Et là,
tu me dis, oui mais ça c'est joli sur le papier Marie-Camille, que mon temps de travail est censé diminuer, que le gouvernement considère que mon temps de travail diminue, mais moi je vois mon temps de travail, il est énorme et en plus depuis plusieurs années, c'est de pire en pire, limite même mon temps de travail, il explose. Alors si tu es arrivé jusque là dans la vidéo, surtout ne décroche pas, reste avec moi parce que je vais te dire quelque chose qui ne va pas te faire plaisir mais qui va te faire avancer. Si tu es débordé aujourd'hui, c'est parce que tu acceptes de l'être. Ah, je sais, ça fait mal, hein. C'est ce qu'on appelle un peu le tough love. Si je me permets de te dire ça, c'est parce que j'ai vraiment envie de te faire avancer. Ça vient d'un endroit de bienveillance et je ne dis pas que c'est quelque chose que tu as choisi de façon consciente, etc. Peut-être même que c'est le système qui te force à accepter d'être débordé sans que tu t'en rendes compte. Mais en tout cas, ce qui est important et ce que je vais essayer de te faire voir dans la suite de cette vidéo, c'est que d'être débordé, c'est un choix que tu fais. Regardons les faits. Si tu es débordé, c'est que tu travailles trop. Mais ça ne dépend pas de ta rémunération. Parce que tu es payé pareil que tu prépares tes cours 1 heure ou 5 heures. Tu es payé pareil que tu viennes à cette réunion parents-prof ou pas. Tu es payé pareil que tu corriges 30 minutes par semaine ou 7 heures par semaine. Tu es payé pareil que tu ailles au conseil de classe ou pas. Que tu finisses ce programme ou pas. Que tu ailles à cette réunion de concertation ou pas. Que tu montes ce projet ou pas. Donc si on le fait, c'est pas parce que ça nous permet de gagner de l'argent. Non, si on le fait, c'est pour 2 raisons, et 2 raisons uniquement. La première, c'est parce que ça nous plaît, et que ça nous permet d'avoir un meilleur quotidien professionnel. La deuxième, c'est parce qu'on nous le demande. On me demande de venir au conseil de classe. Et ça, c'est rien de moins que le syndrome du bon élève. J'essaye de bien faire ce qu'on me demande. Et mon expérience personnelle, c'est que j'ai pu diminuer mon temps de travail, comme je te l'ai indiqué, le jour où j'ai décidé de sortir du syndrome du bon élève. Non, je ne serai pas un bon prof qui fait bien ce qu'on lui demande. Parce que si tu t'efforces de bien faire tout ce qu'on te demande, sachant qu'on te demande beaucoup trop dans tous les sens, des fois même des choses qui ne sont pas compatibles entre elles, en fait tu finis débordé. Et donc il faut que tu réalises que toutes ces choses qu'on te demande, tu as le choix de les faire ou de les refuser. Oui mais c'est obligatoire, c'est écrit dans les textes, on me dit souvent. Mais je te rappelle que les textes, les lois, etc., ce ne sont que des histoires. Et si tu trouves ça bizarre ce que je viens de dire, tu peux aller voir cette vidéo où j'explique tout ça dans le détail. Et ce qui compte, ce ne sont pas les histoires qu'on veut bien nous raconter ou même qu'on se raconte à nous-mêmes. Ce qui compte, ce sont les conséquences réelles de nos actes. Et il y a quelque chose d'hyper important que tu dois comprendre aujourd'hui en 2023, c'est que la crise du recrutement, aujourd'hui on ne trouve plus de profs, a amené une inversion des rapports de force. En 1980, comme les profs étaient très bien payés avec une bonne valorisation sociale, les gens se bousculaient pour devenir prof. Donc si un prof ne faisait pas bien son travail, on pouvait éventuellement considérer le remplacer. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à mettre des profs en face de tous les élèves. Donc si jamais quelqu'un ne fait pas très bien son travail, c'est pas grave, on le garde quand même. Il y a une inversion du rapport de force. Aujourd'hui, c'est toi qui rends service à ton employeur en acceptant de travailler. Et ça, même si tu es contractuel, c'est-à-dire sur un contrat précaire. J'ai des exemples que j'ai vécu cette année de chefs d'établissement qui avaient embauché des contractuels, qu'ils pouvaient donc plus ou moins licencier, en tout cas arrêter le contrat, dont ils savaient que les enseignants étaient toxiques. Je ne te parle pas d'enseignants qui venaient pas aux concertations, ce genre de choses. Non, l'enseignant qui détruisait les élèves. Les parents disaient, voilà, il détruit nos élèves. Les élèves ne voulaient plus faire sa matière, enfin, l'horreur. Mais il le gardait quand même parce que sinon c'était rien et il préférait avoir ça que rien. Bien sûr, si tu commences à ne plus aller en cours, là il va y avoir un licenciement et tu risques de perdre ton poste. Mais le minimum à faire pour garder son poste, c'est globalement aller en cours et ensuite ne pas faire trop de vagues auprès des parents. Tu peux en faire un peu, mais pas trop. Si par exemple tu commences à mettre une moyenne de classe à 3, ça va bloquer un moment ou un autre. Mais tu vois que c'est assez minimum en fait. Et bien sûr, on ne devient pas enseignant pour aller ce minimum, on veut aller au-dessus. Mais tout ce qu'il y a au-dessus, c'est pas ce qu'on te demande, c'est ce que toi, tu décides. Et l'institution, avec la crise du recrutement, n'a plus vraiment de levier pour te forcer à faire quoi que ce soit. Donc c'est toi qui décides. Et ça veut dire que pour être un bon prof, c'est-à-dire un prof efficace, qui notamment arrive reposé auprès de ses élèves et qui leur offre de la valeur avec un salaire horaire qui est conséquent, ça veut dire peut-être passer pour un mauvais prof aux yeux de certaines personnes. Mais est-ce que tu as vraiment envie de laisser aux autres, à ces fameux « on » qui te demandent des choses, le pouvoir de définir ta valeur professionnelle? Un autre chemin est en fait possible, un chemin qui mène à l'épanouissement professionnel, à des élèves qui apprennent efficacement et à un salaire horaire correct. Alors si tu fais ce choix, à la fois pour toi mais aussi pour tes élèves et que tu es prêt à changer ta pratique, je te laisse aller voir cette vidéo. Dedans, je t'explique les 4 étapes à mettre en place pour mettre en œuvre ce changement.